Salut à tous, épisode 4 de Sauvons le soldat Benoît. La question en fait c'est, est-ce qu'il faut encore sauver Benoît? Disons que maintenant on s'est pris au jeu de jouer ce Tour de France et donc on va le finir parce que un Tour de France finalement, quand c'est engagé comme ça, on a toujours envie de le terminer. On s'occupera du recrutement à l'épisode 5 qui ne va vraiment pas tarder. Quand je dis ça, c'est vraiment très proche la sortie du 5 par rapport au 4. Jusque-là, on a été plutôt heureux avec une équipe plutôt de Flandriens. On a pris quand même pas mal de victoires et on porte le maillot jaune, bien sûr, on va le voir dans un instant. À titre de comparaison avec Astana, voici ce qu'avaient donné toutes les étapes qui nous restent à disputer. Donc, il y a vraiment des difficultés à venir qui sont assez importantes. Je parle pas du tout de l'étape 10, une étape plus de transition. Je me suis permis de mettre à Benoît le maillot jaune Sunweb 2017. C'est pour ça que si vous voyez un gros plan, à un moment donné, vous verrez que c'est plutôt le logo Sunweb en noir comme ça d'il y a 2 ans, par opposition à celui de cette année que personne n'a fabriqué, ou alors c'est moi qui ne l'ai pas trouvé dans la communauté. Personne n'a fabriqué de maillot jaune vraiment spécifique, et moi je trouve que les cuissards de la même couleur que le haut, c'est toujours très joli. Donc voilà, si quelqu'un a envie de me fabriquer un petit maillot champion du monde au cas où on aurait la chance de l'être, je dis pas avec quelle équipe je vais jouer. C'est pas forcément la Belgique. D'ailleurs, sûrement pas la Belgique. Il y a un peu de suspense, ou alors peut-être que vous êtes en mesure de le deviner. Donc voilà, moi j'aurais besoin de quelques petits maillots distinctifs pour cette équipe Sunweb. Voilà, sinon on s'arrangera autrement. On est dans cette étape 10, dans un final où évidemment on a provoqué quelques cassures. Je dis évidemment parce que c'est un petit peu notre coutume dès lors que c'est possible de le faire. On n'est pas du tout favori pour le sprint, néanmoins, pas trop mal positionné là, au kilomètre. Ça va être juste pour Matthews, ça va être un peu juste pour Matthews. C'est Peter Sagan, et oui, quand c'est très difficile, quand ça souffre, et quand le peloton des favoris est très réduit, ça peut être Peter Sagan lorsqu'il est présent. Donc, super. Benoît conserve le maillot jaune et on attaque là encore une étape de transition. Elle est piégeuse, on le sait tous. Albi Toulouse, non, c'était la précédente qui avait, c'était la 10 qui avait donné lieu à pas mal de cassures. On s'en souvient, Thibaut Pinot notamment qui avait perdu cher. Non, la 11 elle est plus peinard, elle arrive au sprint à Toulouse. Et d'ailleurs, ça commence avec une petite explication entre sprinters pour un sprint intermédiaire. Vous avez vu, je repose Hirschi. Hirschi, c'est notre trublion, notre électron. Hirschi, que apparemment vous plébiscitez hyper largement, puisque dans le résultat du sondage de qui est-ce que je pouvais conserver, on va dire, sur le panel de coureurs que j'avais déjà utilisé, notamment avec l'Auto Soudal, quand je vous ai demandé, Hirschi a remporté largement les suffrages. Ben voilà, on obéit au peuple. La démocratie a parlé. Hirschi sera re-signé. Je peux vous le spoiler déjà avant l'épisode 5 où on parlera de manière assez spécifique de recrutement. C'est Caleb Ewan par contre là à Toulouse qui s'impose d'un cheveu par rapport à Sagan. On a bien cru à la victoire de Peter Sagan, qui porte le vert par procuration, puisque leader du classement par points, c'est Tige Benoît. J'avoue que ça pourrait être un objectif, parce qu'en cette fin de Tour de France, il faut pas se mentir, le jaune, on va pas être en mesure de le conserver, parce qu'il y a trop de difficultés. On va s'en rendre compte par la suite. Beaucoup trop de difficultés pour que Benoît puisse légitimement viser la victoire, et aussi une équipe qui n'est pas constituée pour lui permettre d'essayer de terminer vainqueur. Donc l'équipe n'est pas très constituée de grimpeurs, sinon il aurait fallu en prendre. Ça a été un choix de ma part. Je voulais essayer de briller sur la première partie, et en me disant
peu importe quelque part la deuxième. Mais c'est vrai qu'on se prend quand même au jeu. Hein. On se prend au jeu et après on a envie d'optimiser, on a envie de faire le meilleur classement possible. Tout simplement, hein. Je vous avais montré les forces en présence à la fin de l'épisode précédent entre Thibaut Pinot, Dumoulin, Geraint Thomas, mais aussi en embuscade un Manu Bourkman par exemple, Julien Alaphilippe avec ses notes de mutant sur la World DB20, mais au passage je trouve qu'elles sont méritées. Je trouve qu'elles sont méritées les notes d'Alaphilippe, donc moi ça me choque pas en fait. Après ça en fait quelqu'un qui est totalement injouable, puisque avec son 78 en montagne, il a en CLM, il a une grosse note. En fait, il est trop fort partout. De ce fait, ouais, mais en fait, c'est Julien Alaphilippe. Hein. Et Julien Alaphilippe est incroyablement fort dans tous les domaines. Donc bon, là, on est à un stade de l'étape où Hirschi, il souffre. Hein. Hirschi, qu'est-ce qu'il souffre? Alors là, c'est Hagen qui avait essayé de nous faire les points. Donc Hirschi a pris les points. Voilà, deuxième objectif. Hein. Donc premier objectif, c'est le maillot vert pour Benoît. Deuxième objectif, c'est le maillot à poids pour Hirschi. J'ai bien dit maillot à poids, parce que je fais une énorme distinction entre maillot à poids et meilleur grimpeur. Ça n'a en fait rien à voir. Parfois, on a tendance à dire l'un pour l'autre. Et Hirschi, il est tout sauf le meilleur grimpeur de ce tour. Par contre, il peut ambitionner de prendre le maillot à poids. Donc on va essayer de gratter tout ce qui est possible. Hagen m'énerve un peu parce qu'il ne prend aucun relais alors qu'il a toutes les raisons de rouler. Il y avait une victoire d'étape à aller se partager éventuellement. Et de ce fait, bon, bah c'est de deux choses l'une. Soit je laisse tomber, soit j'attaque. Et à mon avis, il vaut mieux laisser un petit peu calmer Hirschi. En plus, il est un peu touché. Je crois qu'il est malade à ce moment-là pendant 2-3 jours. Donc, ok, c'est pas grave. On va utiliser Hirschi autrement, c'est-à-dire pour essayer de préparer le terrain de la fin de l'ascension. Ainsi, c'est la Orchette dans 6 ans là. On reconnaît cette étape qui est assez sympa. Hein. Pour nous, c'est des étapes qui sont jouables. La 12 comme ça, hein, c'est beaucoup plus jouable que au hasard la 14. Hein. La 14 avec l'arrivée au sommet du Tourmalet. Ça annonce bien des souffrances. Donc on peut essayer à ce moment-là, ouais, dès que j'ai le dos tourné, je me fais surprendre par des petites attaques. J'aime bien hashtag théorie du complot. C'est vraiment pour rien, parce que je n'y crois pas une seule seconde. Bon. Avec le soutien de Kragh Andersen, il a quand même moyen de rentrer. En fait, du moment qu'on lui laisse un équipier à Benoît, je peux arriver à... Allez, pas à faire des miracles, mais à bousculer l'ordre établi et bousculer le réalisme aussi. Je peux le faire grâce à la présence comme ça d'un Kragh Andersen. Si ça avait été Hirschi, ça aurait été pareil, hein, ou Matthews, mais voilà, il me faut un mec fort si je veux pouvoir faire quelque chose de bien, parce que Benoît a des notes qui sont ce qu'elles sont à ce stade-là. On espère qu'il peut encore se développer, et j'ai pas dit mon dernier mot pour l'avenir, mais dans l'immédiat, alors qu'on voit que derrière, Dumoulin emmène tout le monde. Dumoulin est très très fort hein, sur ce Tour de France. World DB20, j'ai l'impression que Dumoulin est... Ah non, on n'a pas eu le temps de savourer. Hein. On n'a pas eu le temps de savourer parce que derrière ça revenait à blinde. Mais c'est amusant ce son, je l'aime bien, ce son de Patrick de l'équipe 21 là. Bon, donc bah ouais, Dumoulin très fort, Jumbo-Visma, je crains énormément. Et puis d'ailleurs, on va tout de suite voir ce qu'il en est, parce que si ça se trouve, à partir de l'étape 13, le maillot jaune, c'est peut-être terminé. Donc le profil, il est intéressant. On le connaît, on sait à peu près à quels endroits il faut peut-être essayer de faire l'effort. Bon, notamment cette toute dernière petite difficulté qu'on voit à peine sur la carte, mais à mon sens, c'est là qu'il faut un peu muscler l'effort. Vous allez me dire, dès que ça monte, il faut monter la barre des... Oui, c'est sûr. Mais je veux surtout arriver à la toute fin avec beaucoup de barres pour terminer à fond la caisse. Voilà, c'est pour ça que
sur ce terrain où ouais, la note de montagne joue énormément, hein, donc parce qu'il y a des forts pourcentages en fait, tout simplement. La note de montagne, elle dépasse le cadre de la montagne. Je m'aventurerai pas à vous faire tout un topo sur la signification de chaque note. Il y a des gens qui l'ont fait, il existe des articles, mais bon, juste voilà, pour schématiser, la note de montagne ne résume pas que la montagne, bien évidemment, mais elle a plus un impact sur les forts pourcentages, etc. Donc, je n'ai pas pu appuyer à chaque endroit où il y a des forts pourcentages, parce que sinon, le mec, je le crame, et j'ai plus ce qu'il faut pour terminer. Donc, j'ai essayé, on va dire, de pondérer tout ça en appuyant un tout petit peu plus fort quand ça monte, en relâchant légèrement quand c'est plat, en laissant parfois un effort intéressant quand ça monte. Voilà, c'est ici qu'il faut tout lâcher parce que l'IA, elle a la fâcheuse tendance à, d'ailleurs, pas trop mal, hein, malgré sa mauvaise note en MO, Craig Anderson fait quand même un bon temps. Hein. L'IA a la tendance, sur ses fins de CLM, à négliger un petit peu la gestion de sa barre. Et donc c'est pour ça, regardez par exemple là, Thomas, ça veut pas dire qu'il va faire un mauvais temps, hein, mais quand on a comme ça cette cinématique de coureur, voilà, en danseuse très très rapide, ça veut dire qu'en gros il lui reste plus vraiment beaucoup de barres et que c'est là qu'on peut gagner du temps. En fait, c'est un peu ça mon propos. Donc justement, vous voyez Benoît, il me reste juste de quoi faire un énorme effort sur la toute fin. L'objectif c'est pas de gagner, hein. Regardez, on va faire quoi? Top 15 vers là, hein. Mais l'objectif, non 16ème même, l'objectif c'est de limiter les dégâts surtout, et on sauve le maillot, c'est énorme. On sauve le maillot pour 1 seconde. Alors là, le matin du Tourmalet, on se retrouve donc avec ce maillot jaune sur les épaules. Quelque chose me dit qu'on ne le reverra plus jamais quand on voit les forces en présence. Donc on verra. Benoît avec son petit 75 en montagne là, ça craint le Tourmalet pour Benoît. Et d'ailleurs c'est bien légitime. Allez, Hirschi normalement devrait essayer d'aller choper des points. Tiens, Alexei Lutsenko et le Belge Pauwels, vainqueur à la planche des belles filles, hein, dans l'épisode précédent. Pauwels, hein, incroyable, hein. C'est parce qu'il était échappé, bien sûr, hein. Il a pas pris le meilleur sur les favoris, mais n'empêche que l'échappé était allé au bout sur ce coup-là. Hirschi, voilà, va essayer de faire les points. Bon, on essaie de faire les points parce que finalement Pauwels et Lutsenko s'avéreraient être nos deux concurrents, en tout cas qui se dévoilent. Il y en aura un ou deux autres par la suite qu'on apercevra. Mais à cette heure-là, en tout cas, c'est Lutsenko qui semble vouloir le maillot à poids. Je le laisserai volontiers, honnêtement, vu ma tendresse pour Lutsenko, oh, le pauvre Kwiatkowski qui est en galère. Ça, c'est un petit clin d'œil pour l'épisode prochain. On va le sauver. On va te sauver, Mihail. On va te sauver. Donc, je lui laisserai volontiers, moi, le maillot à poids à Lutsenko. Ça me ferait plaisir de voir Lutsenko maillot à poids. Mais il se trouve que quand même, j'ai décidé de faire gagner quelque chose à Hirschi. Et donc, à partir de là, bah, allez, hein, il ne nous reste pas non plus grand-chose, hein, sur ce Tour de France à jouer, vu la nature des étapes. Alors, au moins, on va essayer de s'accrocher à ce maillot à poids. Et on essaiera aussi de s'accrocher au maillot vert. Voilà. Pour le reste, bon, ça s'annonce délicat. Vous avez vu la perte de barre de tous mes équipiers quasiment. Il n'y a plus que Hirschi qui est en mesure d'aider un petit peu, ainsi que Craig Anderson, d'aider un petit peu Benoît dans le final de cette ascension. C'est là qu'il y a les plus forts pourcentages sur la toute fin. Hein, donc c'est délicat, surtout que Pinot est déjà parti avec Geraint Thomas. Il y a une accélération des favoris Bourgman, Dumoulin, Alaphilippe. On a notamment en deuxième plan Landa et Simon Yates. Fuglsang peut-être un petit peu plus discret. Allez, ça repart. On est aux 5 km. Et moi, je vais y aller en effort curseur en essayant de profiter du peu de barres rouges qui me reste. Parce qu'on voit bien que là-haut, c'est trop fort. C'est trop fort. On va pas être en mesure de reprendre Dumoulin, Thomas et Pinot, qui sont apparemment les trois plus forts. Mais par contre,
ce qu'on peut faire. On voit d'ailleurs que Thibaut Pinot a subi un petit peu là le contre-coup de son attaque inaugurale. C'est Dumoulin qui semble un petit peu plus fort que tout le monde. Bon, ok. Comme quoi, le petit sondage, eh ben, vous aviez raison. Vous voyez majoritairement Dumoulin. Mais c'est quand même une victoire de Lutsenko. L'échappée a tenu bon. Donc voilà, jolie victoire pour Lutsenko en haut du Tourmalet, victoire de prestige. Ça rejoint un petit peu la victoire aussi au sommet de la planche des belles filles où on avait eu aussi l'échappée qui était allé au bout. Pardon. Donc nous on a terminé comme on a pu, hein, en gérant la barre le plus longtemps possible, et évidemment ça se paye au classement où l'on voit bien que tout rêve de revoir le maillot jaune est désormais totalement envolé, hein, puisqu'avec l'étape 15 qui arrive à Pradalbi, on a très bien compris, il y a le mur de Péguerre juste avant, hein, qui est une sainte horreur pour nous en perspective. Bon, échapper, parce que ça par contre, on a toujours moyen de le faire. Échapper pour essayer d'aller chercher comme ça des points. J'en vois carrément, sur ce coup-là, j'en vois Matthews. Parce que je me dis, si jamais l'échappée va au bout, on aurait intérêt à avoir un Marc Hirschi le plus frais possible. Donc ça vaut peut-être le coup de sacrifier Matthews pour aller chercher éventuellement cette étape, et puis pour l'aider à rouler, hein, de manière générale, comme ça il n'a pas besoin de prendre des relais, hein. On a Matthews qui vient aider. Valverde, dont on s'était débarrassé un peu involontairement, qui a réussi ensuite à recoller. De Valverde, il fait le yo-yo et il lâche, il revient, il lâche, il revient. C'est un candidat, hein, vraiment à la victoire d'étape, hein, pour le coup, Valverde, sur cette étape-là. On voit qu'il est sorti d'ailleurs pour une fois, alors qu'il n'était jamais sorti auparavant, peut-être aussi parce qu'il n'avait pas assez de retard au général, et donc candidat sérieux. Je me méfie moins de Caruso, et pourtant Caruso, il est capable de le faire aussi. C'est pareil, Valverde et Caruso, c'est deux gars qu'on n'a pas vus avant. Et là, comme par hasard, ils sortent, donc peut-être qu'ils ont coché cette étape-là. Matthews va évidemment attendre notre ami Benoît qui commence à voir ses soutiens s'épuiser, donc je préfère, au moment où de toute façon Matthews était cramé, il se refait un peu une santé en attendant son leader. Voilà, histoire voilà, comme je vous l'écris, de permettre à Kragh Andersen de tenir un petit peu plus longtemps, puisqu'il n'aura pas besoin de protéger Benoît. On est avec 3 hommes en tête, on est dans le mur de Péguerre. Caruso, il prend aucun relais, il m'énerve. Toutefois, il prend pas les points non plus, donc il vole pas les points, il est juste là pour la victoire d'étape, quoi. C'est comme Valverde. Ni Caruso ni Valverde n'ont essayé de contester les GPM. Là, on se prend une mini cassure sur l'accélération. Vous voyez, c'est vraiment des mauvais moments, ça. Tout ça parce que, en fait, j'essaye d'économiser la barre, d'économiser aussi le protecteur, et par voie de conséquence, il y a des moments où genre je m'intéresse à Hirschi, et parallèlement à ça, il va y avoir une accélération subite du peloton de favoris, et face à laquelle j'étais pas dessus pour réagir, en fait. C'est toujours le souci, ça, quand on a un mec échappé et notre leader dans le groupe de favoris. Il faut arriver vraiment à gérer les deux, passer de l'un à l'autre. Moi, j'essaye de pas couper le temps. J'essaye de jouer en temps réel, hein, comme si on était en multi. Donc c'est pas toujours évident. Des fois, je me fais un peu surprendre. Mais bon, parce que je m'astreins aussi. Tiens, voilà Pinot qui a encore du feu dans les jambes. Hirschi, voilà, a compris que Valverde et ou Caruso étaient plus forts, donc c'était pas nécessaire de s'acharner. Et puis là, on est, voilà, vous voyez, mes gars, on est éparpillés façon puzzle, ça c'est normal. Mais surtout, Benoît, il est en énorme difficulté sur cette toute fin d'ascension. Alors, on la joue effort curseur protégé, hein. Du coup, ça nous permet, au contraire de parfois, ça nous permet de terminer assez fort. On perdra pas grand chose sur cette étape là grâce à la protection de Hirschi. On perdra pas grand chose, mais on perd un petit peu quand même.
Hein, donc on perd notamment sur 2 coureurs qui sont nos rivaux immédiats, à mon sens, pour un top 5. C'est Bourman ainsi que Alaphilippe, bien évidemment. Parce qu'à mon sens, Pinot, Thomas, Dumoulin se sont envolés et personne ne les reprendra. Mais par contre, pour le top 5, il y a encore discussion. Alors là, profil d'étape numéro 16, après un jour de repos. L'étape 16, il n'y a pas grand chose à raconter. Si, eh ben si. Si, parce que il y a quelqu'un qui est extrêmement méritant et qui va nous quitter, c'est Kragh Andersen. Pourquoi est-ce qu'il va nous quitter? Dans l'absolu, évidemment que je le garderai. Mais il va nous quitter parce que je l'ai recruté chez Astana, vous savez, cette partie que j'ai en parallèle. Et donc, il y a une saison il y a encore une partie très importante de la saison à disputer avec Kragh Andersen et Astana, notamment il y aura un Tour de France profil 2012 dans cette partie-là, même si je suis en plein de Giro, donc on va pas non plus se projeter trop loin, mais Kragh Andersen participera à ce Tour de France. Il a signé au moins 2 années, je crois, chez Astana. Bon, c'est pour ça que je vais m'en séparer du côté de la Sunweb. On essaiera de le remplacer par quelqu'un un petit peu qui a les mêmes qualités, hein, voire peut-être même un petit peu mieux, n'est-ce pas? Casper Asgreen peut-être? On verra bien. On verra bien. Donc, beaucoup de vent, oui, beaucoup de vent, mais on est quand même échappé. Je veux surveiller Nassen, je veux aussi surveiller Nils Politt, et là c'est un moment un peu crucial. Vous avez vu que ça a cassé dans le peloton, alors ça va revenir après, hein, mais surtout, c'est à 2 doigts de reprendre l'échappée. Et c'est à ce moment-là que je sais, un peu avec l'expérience du jeu, que il faut pas hésiter, il faut pas chercher en fait à s'économiser dans ces moments-là. Si on fait partie de l'échappée et qu'on a envie d'aller la chercher, il faut pas s'économiser du tout. Alors là, vous voyez, j'essaie de placer une attaque avec Kragh Andersen. Je me dis voilà, comme ça, si je suis suivi par 2-3 gars, on collabore jusqu'à la fin, je règle le sprint. Mais surtout, avant, j'avais énormément roulé. Bon, faut dire que Kragh Andersen, il a la santé. Hein. J'avais énormément roulé parce que je voyais le peloton revenir et que je sais qu'il y a un moment où tout peut changer. Tout peut changer entre le peloton qui revient et ok, c'est au sprint. Tout peut changer avec le peloton qui lâche parce qu'en fait, il y a un moment donné où il y a comme ça une petite bascule qui peut s'opérer. Elle se joue sur pas grand chose en l'occurrence. Ici, elle a joué en notre faveur, d'autant plus que personne parmi les échappés n'a été en mesure de s'entendre pour reprendre Kragh Andersen, qui va chercher une victoire. Allez, elle est pas mal, elle est pas mal. Et puis surtout, elle est méritée. Comme je vous disais, je vais le laisser partir, Kragh Andersen. Je crois qu'il signera quelque part comme NTT. Je crois avoir vu ça. Ou Trek ou NTT, une des deux. Et honnêtement, ça fait plaisir pour lui. Parce que vu le Tour de France qu'il nous fait là, mais il méritait d'avoir la sienne. Il méritait. Matthews a eu la sienne. Kragh Andersen a la sienne. Donc ça va. J'ai envie de dire, les choses sont en ordre. On peut tranquillement plier bagage, non sans avoir quand même tenté notre chance avec Hirschi. Parce que, au final, Hirschi, il en mériterait une aussi. Il en mériterait. Mais entre mériter et la prendre, on a bien vu qu'il lui manquait souvent le petit quelque chose pour que ça le fasse. Hein. Donc, déjà, faire partie de l'échappée. Ok, une échappée au sein de laquelle on aperçoit par exemple Romain Barguil, Nils Politt est de nouveau de la partie, Tom Yechtslachter, etc., etc. Mais en fait, De Koning Quickstep a roulé trop fort et on a été repris bien avant le col de la Sentinelle, qui est la difficulté finale qu'on aperçoit avant la descente vers l'arrivée. Donc délicat de s'échapper sur celle-là. C'est dommage parce que IRL, en fait, elle avait complètement pris le champ libre, hein, l'échappée, on s'en souvient. Il y avait eu, c'est peut-être là que le peloton a concédé le plus de retard, en fait, sciemment, hein, à l'étape 17 sur le Tour de France 2019. Le peloton, je crois, était arrivé avec 20 minutes de retard ou quelque chose comme ça sur le vainqueur. Bon, là, ça a été pas du tout similaire. On n'a pas du tout vu quelque chose de ressemblant. On va donc, puisque c'est
comme ça que ça se passe, on va accélérer. Bien évidemment qu'on va accélérer, on va pas se gêner et on va essayer de faire une différence. Hein. Donc il y a eu cassure. Eh ben essayons d'appuyer, surtout que je crois qu'il y a des membres du top 10 qui ne sont pas là. Donc c'est peut-être le bon filon pour essayer de gratter du temps pour Tish Benoît. Voilà, gros travail. On en a l'habitude. Signé Krag Andersen qui ensuite va laisser Matthews faire le reste du boulot. Matthews, je n'ai pas besoin de le faire gagner puisqu'il a déjà eu son étape. Donc on considère qu'il a déjà été payé. Et c'est plutôt avec Benoît qu'on va essayer de la prendre. Ça c'est pour le gain de temps. Regardez Thomas et à la Philippe. Alors là on peut pas prendre le temps de savourer du tout. Mais on la prend. Et ça fait plaisir. C'est la 5e victoire d'étape de Tish Benoît sur ce Tour de France. Et vu ce qui reste derrière, alors ça permet, on va dire temporairement, de souffler un petit peu, de reprendre la 3e place. Mais c'est un douleur. Parce que, avec ce qu'il y a derrière, moi, laisse tomber quoi. Laisse tomber. C'est pas tellement celle-là, la 18, que je crains le plus. La 18, c'est une étape géniale. Hein. En définitive, entre celle-là et le Tourmalet, il peut y avoir discussion pour savoir laquelle est l'étape reine de ce Tour de France. Là, ça passe par le Galibier, hein, c'est pour ça. Bon, et en plus, il y aura eu l'Izoard avant, puisque je vous rappelle qu'à l'étape 19, l'arrivée se jugera au sommet de l'Isran, et que l'étape 20, vers la montée vers Val Thorens, sera donc quasiment seulement une montée, puisqu'on est sur un profil de Tour de France qui a été adapté à ce qui s'est passé IRL en fonction des intempéries. Rappelez-vous, petit point classement annexe, on voit que Hirschi, s'il prend encore quelques points là, il est peinard, ce sera réglé, voire même c'est pas loin de l'être déjà. Et Benoît, grâce à la victoire à l'étape 17, la précédente, a pour le moins assuré le maillot vert. Donc c'est quand même une énorme satisfaction. On va repartir avec 2 maillots, sauf catastrophe, bien évidemment. Donc là encore, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Matthews aide Hirschi à prendre ses points, mais on voit bien qu'au sommet du col de Vars, là, au sommet du col de Vars, il n'y a même pas photo. Les autres membres de l'échappée ne font pas les GPM. Donc on a compris, le grimpeur c'est terminé, même si Powell tente une contre-attaque, mais l'écart est trop grand. Le seul type de scénario qui aurait pu faire que Hirschi à ce stade-là le perde, c'est qu'un grand leader passe au sommet de tous les cols hors catégorie et gagne par exemple les 2 dernières étapes. Voilà, dans ce cas précis, on pourrait avoir un gros leader qui prend les points montagne malgré lui, entre guillemets, mais n'a pas l'air d'être trop parti pour ça, et c'est pour ça quand même que j'ai devancé le truc. C'est pour que Hirschi essaye de prendre aussi quelques points dans l'Izoard. C'est difficile l'Izoard. Qu'est-ce que c'est difficile ce col. Il est, que ce soit IRL ou que ce soit là, sur ce Tour de France, il est catastrophiquement dur. C'est pour ça que je parlais, pour moi, de doute pour ce qui est de l'étape reine. Allez, tant pis, c'est subjectif. Hein. Pour moi, c'est celle-là. Pour moi, c'est celle-là l'étape reine de ce Tour. Parce que je trouve qu'elle est... déjà, il y a un enchaînement de 3 cols qui est juste magnifique. Et au-delà de ça, c'est très difficile ensuite la montée vers le Galibier. Elle est très difficile en partant de Briançon, dans ce sens où il y a un faux plat dans lequel le peloton, ou en tout cas le groupe de favoris, vous allez le voir juste après, accélère, a tendance à durcir considérablement, ce qui élimine des types et ce qui rend la résistance en fait à ces efforts-là très délicate. On voit, avant d'y être, puisqu'on est à la fin de la descente de l'Izoard, Hirschi qui essaye de rentrer parce qu'il s'est fait irrémédiablement lâcher par les 3 autres qui sont un petit peu meilleurs grimpeurs. Hein, faut en être conscient. Et il y a un truc que j'avais déjà remarqué avec Astana, c'est que voilà, sur cette légère montée qui précède la montée vers le Lautaret et ensuite le Galibier, sur cette légère montée en partant de Briançon, donc on passe à Serre-Chevalier, on passe on est le long, on est dans la vallée qui monte là vers le Galibier.
passant par le Lotaré, ben, c'est quasiment impossible de rentrer même si on n'a que 1 minute de retard. Sur PCM, tu rentres pas avec 1 minute de retard, ou alors tu t'épuises et tu lâches après. Et c'est ce que je remarque une nouvelle fois. Le peloton en maillot jaune va perdre des éléments, vous allez voir, au fur et à mesure, de manière assez spectaculaire. Et quand je vois que ça revient derrière, en plus j'arrive pas à ramener Kragh Andersen et Matthews à lâcher, je rapatrie Hirschi, tant pis, parce que la stratégie de départ c'était pas ça, c'était Hirschi décroche, allez, dans le meilleur des mondes, Hirschi arrive au sommet du galibier et attend Benoît pour la descente. Voilà, ça c'était le scénario rêvé. Mais le scénario alternatif, c'était Hirschi lâche entre Lotaré et galibier pour accompagner Benoît sur la fin du galibier. C'était le deuxième scénario que j'avais envisagé. Troisième scénario, c'est celui-là, c'est Hirschi n'a pas les moyens de pouvoir apporter son soutien à Benoît un peu plus tard dans l'étape. Et ça c'est dommageable parce que regardez, Hirschi, on en est malheureusement privé dès le passage au Lotaré, il n'y a plus Hirschi quasiment. Et Benoît va donc devoir se frotter à tous ces grimpeurs qui sont bien meilleurs que lui et résister en espérant rejoindre le sommet du galibier dans le moins mauvais état possible et avec le moins de malus possible. Je regarde surtout Alaphilippe, parce que Bourman, j'ai bien compris qu'il était au-dessus. Hein. Je regarde surtout Alaphilippe, parce que c'est lui en fait notre concurrent pour le top 5. Hein. On va pas se mentir, hein. Parce que Bourman, je pense que sur les 2 dernières étapes de montagne, il va faire la diff, c'est sûr. Par contre, Alaphilippe, sur un malentendu, est-ce qu'il n'y a pas moyen de lui gratter la 5e place? Et c'est tout l'enjeu. À ce stade-là, on voit que Benoît arrive peu ou prou à résister. Le peloton n'en est plus un, c'est un groupe de moins d'une dizaine de coureurs avec tous les favoris. Et c'est Christopher Froome en plus qui emmène, donc c'est un peu violent. Bon, Benoît est placé, Pinot, Thomas, Dumoulin, Alaphilippe, Bourman, on a tous les meilleurs ici présents, Fuglsang également, ok. Accélération de Thomas, accélération. Attention à pas se faire lâcher sur la toute fin, heureusement il me restait de la barre, c'est juste trop fort, heureusement après les mecs s'arrêtent, voilà, tout va bien. Et là, petite trahison, allez, je me suis fait trahir parce que, voilà, je remets Benoît dans les 3-4 premières positions et je redonne des bidons à tout le monde, hein, logique, non? Pas les faire mourir de soif. Et ouais, mais pendant ce temps-là, il y a 4 hommes qui sont partis, et ces 4 hommes-là, ils ont fait une petite cassure derrière laquelle il faut commencer du coup à rouler. Encore une fois, mais bon, allez, c'est ce qui fait le piment du jeu. Hein. Je me suis fait attaquer pile au moment où j'étais, mais pas longtemps, hein. Vous avez vu, ça n'a pas duré longtemps. Je me suis fait attaquer pile au moment où j'étais en train de m'occuper d'autres équipiers. Et en plus, c'est pas n'importe qui est parti. Hein. C'est Pinot qui a eu, je crois, l'initiative. Hein. Et dans la foulée, ont embrayé avec lui Geraint Thomas, Tom Dumoulin et Julien Alaphilippe. C'est peut-être ça qui est pénible. Parce que si Julien était avec nous, il aurait roulé de telle sorte qu'on serait revenu. Sauf que, avec sa qualité de descendeur. Sauf que je vois que Bourman, en fait, n'est pas capable de reprendre tout ce petit monde-là. Et donc, je décide d'attaquer avec Benoît, mais peut-être un petit peu trop tard. Toujours est-il que Julien Alaphilippe, évidemment, s'impose au sprint. Comment est-ce qu'il pouvait en être autrement? Thibaut Pinot, 2e. Et nous, on n'est que 5e. On a peut-être pris une cassure. Regardez bien le ralenti que j'ai préparé, voilà. Regardez bien l'écart entre les 4 premiers, Benoît, et les 5 suivants. On s'est fait créditer de 13 secondes de malus, alors que les 13 suivants ont le même temps que Benoît. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. L'étape 19 termine au sommet de l'Iseran, donc raccourci, hein, vous voyez le profil en bas à droite. Et cette fois-ci, à nouveau, je vais envoyer Matthews avec Hirschi. En tout cas, si c'est faisable. Ce profil, il est hyper horrible pour nous. Parce qu'il y a très peu de moments de répit. Et c'est finalement une longue ascension. Alors,
à de nombreux moments c'est du faux plat, mais ça permet pas de récupérer comme on le récupérerait s'il y avait par exemple le profil originel, hein, c'est-à-dire avec montée de l'Isran, qui à mon avis nous aurait permis de rester au contact des meilleurs parce qu'il se serait pas tiré la bourre. Donc ça c'est le côté Pro Cycling Manager qui joue à fond, hein, puisque sur un scénario en tout cas tel que cette étape était initialement prévue, c'est pas sur l'Isran que ça se passe, c'est sur la montée vers Tignes, qui est plus courte, et donc ça aurait été à notre avantage d'avoir finalement une courte montée pour pouvoir résister et donc limiter la casse, par rapport là à une longue montée qui termine très très durement pour nous. Bref, je pense que vous avez compris. Après, on peut se dire aussi une chose, hein, c'est que IRL, Bernal, c'est là qui fait la différence. Hein. Et il a attaqué où? Il a pas attaqué dans la montée Vertigne, il n'y en a pas eu. Hein. Il a attaqué dans la montée de l'Isran. Hein. Donc, bon, ok. Acceptons totalement l'idée que la différence va se faire sur le sommet de l'Isran, et on voit que ça file. C'est difficile. Alors là, je recolle, mais je bouffe de la barre. Je bouffe de la barre à vouloir recoller, ça attaque un peu à tout va. Hirschi, on voit qu'il se fait reprendre. Bah oui, parce qu'en fait, Pinot, il a une nouvelle fois des fourmis dans les jambes. Hirschi va donc voler au secours de Benoît, puisque Matthews n'en a plus pour très longtemps. On avait un Krag Andersen un peu limité sur cette étape-là. Hein. Les formes du jour sont moins bonnes parce que les pics, certains pics en tout cas, disparaissent. Celui de Benoît, il va durer jusqu'au soir de l'étape 20, donc tout va bien, entre guillemets. Mais il y a comme ça aussi des moments où on paye cher le fait d'avoir une mauvaise forme du jour, hein. Ça arrive aussi. Hein. On peut pas avoir du plus 5 tout le temps. Hein. Mais donc pour moi, voilà, moment charnière que cette étape 19, où jusque-là, on avait entretenu des rêves, et où là, très clairement, les rêves sont terminés. Rêve de top 5 qui s'envole avec Alaphilippe qui termine pas très loin des meilleurs, en tout cas à distance de Benoît. Il reprend un petit peu de temps avec l'étape aussi 18 où il y avait eu cette forme de déception du scénario là, puisqu'il y a cette attaque aussi qui permet de prendre Alaphilippe de prendre du temps. Et là, pour Dumoulin, c'est la patte sur le tour, bien sûr. Et pour Benoît, c'est adios le top 5. Et c'est pas l'étape 20 qui va nous ramener à l'optimisme, hein, n'est-ce pas? Raccourci donc, Albertville, Val Thorens, moins d'une soixantaine de kilomètres, 60 kilomètres environ. Je tente là encore d'échapper Hirschi. C'est plus pour des raisons de maillot à poids à ce stade-là, bien évidemment, mais plutôt pour des raisons stratégiques. C'est-à-dire que s'il est à l'avant, il devance les difficultés, et donc il y a moyen qu'à un moment donné, il s'économise pour redescendre vers Benoît. Voilà, c'est vraiment dans ce but-là. Les autres ont vraiment pas eu les moyens de sortir, sinon j'aurais pu en sortir un deuxième, mais voilà. Il y a des fois où les choses sont inéluctables, on peut pas faire grand-chose. Alors déjà, Krag Andersen, il est en grosse difficulté sur cette accélération là. Et elle dure longtemps, la montée vers Valto. Elle dure plus de 30 km. C'est délicat. Encore une fois, le fait que l'étape soit écourtée ne nous arrange pas, mais on aurait eu mal quand même. Voilà. Je pense que ça fait que amplifier le phénomène, mais ça n'explique pas le fait qu'on soit en difficulté. Hein. On est en difficulté parce qu'on est moins bon. Et puis c'est tout. Regardez Thibaut Pinot là. Hop là, ça aurait été lui vraiment le grand attaquant de ce Tour de France, puisqu'il aura été toujours l'instigateur, et même dans des endroits parfois improbables. On se souvient de la montée avant le col du Lotaré, où il avait attaqué sur faux plat. On est à 3-4% à ce moment-là, dans l'étape 18. Et là aussi, c'est lui qui initie les choses. Et là, il n'y a plus qu'à... Benoît, il est tout seul. Il est tout seul, voilà. C'est fini. On n'a plus le soutien de personne. Et il faut juste essayer, en effort curseur, de gérer la barre jusqu'au sommet. Voilà, c'est tout. Et en plus, devant, je vous le donne en mille, qui est-ce qui est présent tout devant, et qui s'est fait la malle, et qui est peut-être en position pour remporter cette étape-là? C'est carrément Pinot avec Alaphilippe dans la roue. Il est trop fort, Alaphilippe. Bon, il n'y a rien à faire, on a compris. Les tout meilleurs se sont envolés.
le top 5 avec, et puis on va devoir terminer dignement s'il y a moyen. Voilà, ça va s'expliquer devant, ça va s'expliquer. Pour la victoire finale, on l'a compris, hein, la messe est dite, c'est du moulin depuis l'étape précédente, on a la certitude. Egan Thomas qui essaye tout de même de voir s'il n'y aurait pas moyen de contester tout ça. Il est à bout de force. C'est peut-être donc une situation idéale pour Pinot ou Bourman de tirer les marrons du feu, eux qui se profilent vers la 3e place. Oui, victoire de Thibaut Pinot, 3e de ce Tour de France, avec victoire de prestige au sommet à Valto, et Bourman qui vient prendre la 2e place, Bourman qui solidifie sa 4e place au général. Derrière, Thomas et Dumoulin se sont neutralisés sur cette étape 20, ce qui fait que Thomas sera 2e au final, et Dumoulin 1er. Dumoulin qui donc va parachever l'année exceptionnelle de domination du team Jumbo-Visma, qui aura donc pris à peu près, allez, je crois à une exception près, toutes les courses par étape World Tour, donc Paris-Nice, Tirreno, Romandie, gna gna gna, le Giro par l'intermédiaire de Roglic, et le Tour de France par l'intermédiaire de Dumoulin. Donc s'il n'y a pas domination, je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre que ultra domination Jumbo-Visma en cette année 2020 pour moi, hein, même si le jeu là vous verrez est marqué 2019 en haut des écrans, mais on est dans l'année 2020 bel et bien, hein, avec les effectifs 2020, etc. Et là bon sur les Champs-Élysées on se dit allez tiens, petite place pour Matthews, hein, et puis sur un malentendu on peut voir ce que ça donne. Voilà, on est pas très loin de la flamme rouge. On voit Wout van Aert qui remonte extraordinairement bien Groenewegen, mais d'autres ont l'air d'être peut-être en meilleure position pour aller conclure, quoique remontée de Groenewegen, Peter Sagan, Démare, ça va se jouer entre ces deux-là. Victoire de Arnaud Démare qui voilà, c'est marrant, il avait aussi gagné avec Astana, enfin la partie avec Astana, il avait gagné aussi Démare l'étape sur les champs. Bon, écoutez, Arnaud Démare a donc un profil de vainqueur sur les Champs-Élysées, il faut croire. Alors, étape 21, les bilans. 6e place pour Benoît, vous voyez quand on voit qu'il y a 1:30 sur Alaphilippe au final, je me dis que ça s'est pas joué sur la malchance, ça s'est joué sur que Alaphilippe il est au-dessus, point barre. Hirschi n'aura pas eu de victoire d'étape, mais il prend les poids, ce qui est quand même sympathique. Ensuite, on a Benoît qui prend le vert. Moi, ça me va. Le vert, je le voulais, je l'ai eu. Et Benoît prend le blanc, mais ça, c'est plus anecdotique parce que personne n'a été réellement en mesure de jouer ce maillot blanc à fond. Il aurait fallu que Egan Bernal soit là. Et à ce moment-là, la lutte aurait peut-être été plus rigolote. C'était donc la 3e et dernière fois que ce Tour de France 2019 vous était proposé dans mes vidéos. La première fois, c'était en mode course simple, donc sans bonus exceptionnel de forme du jour. Ça compte énormément, hein. Et avec une équipe imposée également, puisque c'était celle au départ du Tour de France 2019 IRL. Ça s'était passé d'une certaine façon. Avec Astana, en revanche, on est arrivé très préparé, non pas avec un grimpeur pur comme Thibaut Pinot, mais avec un puncher, je dirais puncher grimpeur, comme peut l'être Fuglsang. Ça s'était passé là encore de manière un petit peu différente, puisque les forces de l'équipe n'étaient pas les mêmes, mais il y avait quand même là encore des terrains sur lesquels on voyait qu'on pouvait faire la différence, et pas d'autres. Et la 3e et dernière, donc celle-là, avec Benoît qui n'est ni grimpeur pur, ni puncher grimpeur à ce stade de la partie, mais qui est plus vraisemblablement un Flandrien qui passe pas trop mal les bosses. Voilà ce qu'on pourrait dire. Et avec lui, 6e place, avec là encore des constantes. On a vu qu'il y avait quand même des choses qu'on peut reproduire, hein, si on rejoue ce Tour de France dans pas mal de situations, notamment si on a des équipiers de grande valeur pour dynamiter, pour durcir, etc. etc. Je vous dis à très bientôt. On va parler de recrutement quasi exclusivement dans l'épisode prochain. Je vais le sortir très très vite après celui-là. Je vais pas attendre longtemps. Simplement, je peux pas encore rallonger cette vidéo qui fait déjà presque 45 minutes
c'est énorme et je m'en rends compte en même temps. Qu'est-ce que vous voulez couper? Pas raconter une histoire complètement, c'est dommage. C'est dommage de chanter un Tour de France qui est quand même à la base si beau. Je vous dis à très bientôt, à très très vite, bye bye.